Bonjour, chers téléspectateurs. Mon nom est Carla Benjivengo et je vous souhaite la bienvenue à votre émission en direct du bureau du maire. Donc, le titre de l'émission le dit. Nous sommes dans son bureau, M. Stéphane Boyer, maire de Laval. Bonjour. Bonjour. L'heure est un peu au recueillement. La ville de Laval a été au cœur d'une tragédie qui a bouleversé le monde entier, j'ai envie de dire. Vous étiez parmi les premiers à arriver sur place. Là. Pourquoi c'était important pour vous d'arriver rapidement sur les lieux? Oui. Je pense que c'est important qu'il y ait un drame comme ça, une tragédie comme ça, d'être présent pour nos familles, nos citoyens, nos citoyennes. Le matin de l'événement, là, les premières informations arrivaient au compte-gouttes. C'était pas encore clair exactement ce qui s'était passé. On savait que ça impliquait un autobus, que ça impliquait une garderie. Donc, à la ville, on a suspendu les rencontres pour que je puisse aller tout de suite sur place et constater par moi-même ce qui se passait, puis s'assurer aussi que les citoyens aient les services d'urgence. Donc, on a déployé de l'aide psychologique aussi aux familles, au voisinage. Donc, oui, en effet, une triste tragédie là, qui s'est passée sur notre territoire. Comment vous avez vécu là, le fait justement de recevoir des informations au compte-gouttes? Parce qu'on a deux éléments, là. Autobus, garderie, OK, on suspend tout, on s'en va là-bas, on veut être là pour nos citoyens. Puis après, là, les informations arrivent par rapport au motif de la tragédie et tout. Comment vous avez vécu ça en tant que maire, là? Vous avez senti une pression, inévitablement, mais comment vous avez géré ça? C'est toujours les situations d'urgence. Bon, c'est pas évident, hein, c'est une situation d'urgence. Je pense que, rapidement, on a compris la scène de crime. Ce qu'on comprend toujours pas, c'est les motifs qui ont mené la personne à commettre ce geste-là. Comment je l'ai vécu, mais comment je crois tout le monde l'a vécu, autant le voisinage que les familles impliquées, que les employés à la ville qui sont intervenus. C'est un mix d'émotions. C'est de la colère, c'est de la frustration, c'est de la tristesse, c'est de l'incompréhension. Donc, c'est vraiment ce mix d'émotions-là qui se bouscule. Mais à travers tout ça, au-delà des émotions peut-être plus négatives, s'il y a une chose dont je suis fier, c'est que la collectivité a répondu présente. Sainte-Rose, hein, on ressentait l'esprit de la communauté qui était là pour s'entraider, pour démontrer leur appui envers les familles qui ont perdu un enfant ou qui ont un enfant blessé ou qui ont eu peur de perdre un enfant. Puis je pense que c'est ce que tous les parents se disent, ça aurait pu être mon enfant. Il n'y a rien qui pouvait prévoir cet événement-là, cette tragédie-là. Donc c'est tout un deuil qu'on doit vivre collectivement, mais je suis confiant qu'on va s'en sortir. Parce que c'est sûr qu'il y a eu de la médiatisation par rapport à ça, puis vous avez eu à répondre là, au cœur d'entrevue. Puis je ne sais pas exactement à quelle entrevue vous avez dit ça, mais vous avez dit « On a vu le pire et le meilleur de l'humanité ». Puis ça résume un peu tout, en fait, là, mais à part la communauté, comment la ville de Laval là, a agi en soutien pour tous les gens qui ont été affectés? C'est quoi qui a été mis en place pour aider les gens là, affectés? Donc, évidemment, on a eu nos services d'urgence qui sont intervenus rapidement, police, pompiers, ambulanciers. On a déployé de l'aide psychologique. On a organisé aussi, le lendemain de la tragédie, une vigie parce que je crois que les citoyens avaient besoin d'un endroit pour se recueillir, un endroit pour vivre la tragédie collectivement. Beaucoup de personnes nous exprimaient ce besoin-là, de pouvoir rendre un certain hommage aux enfants, aux familles endeuillées. Donc, on a organisé une vigie rapidement. Il y a eu toute la gestion aussi de l'accès à la rue, l'accès au quartier. Relocalisation de la garderie également. Exactement. Un très bon point. En fait, beaucoup des jeunes sont relocalisés présentement dans un centre communautaire de la ville, dans le quartier. L'objectif, c'est d'essayer de rapidement relocaliser les jeunes, les garder ensemble pour qu'ils puissent préserver une certaine routine, un certain quotidien, une certaine normalité, en fait. Oui. Puis de pouvoir rester dans le quartier, donc dans le milieu de vie qu'ils connaissent. Donc ça, on a pu procéder à la relocalisation avec le ministère de la Famille. Je ne sais pas exactement ce que la psychologie dit là, en bas âge comme ça, quand on vit une tragédie comme ça. Peut-être que l'idéal, c'est de reprendre la routine le plus rapidement possible pour essayer qu'il y ait le moins d'impact. C'est ce que beaucoup de familles souhaitaient, pouvoir reprendre rapidement une certaine normalité, surtout pour les enfants.
Puis des fois, on dit que quand on vit un accident, par exemple, il faut rapidement remonter sur ses skis ou reprendre le volant d'une voiture pour ne pas rester stigmatisé par l'événement qu'on vit. Ouais. Je crois que c'est le besoin que plusieurs familles nous ont exprimé de pouvoir reprendre cette normalité-là. Bien, en tout cas, félicitations pour la gestion. Tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui peut s'attendre à gérer quelque chose dans ce genre-là. C'est tellement inconcevable. Non, puis je pense que les remerciements, moi, j'aimerais surtout les envoyer aux employés, puis aux familles, puis au voisinage. Il y a des citoyens qui sont intervenus sur la scène pour aider. On a plus d'une centaine d'employés de différents services qui sont intervenus rapidement, puis c'est difficile pour eux aussi de vivre ça. Un policier, même s'il est habitué aux situations d'urgence, même chose pour un pompier ou un ambulancier, on ne s'habitue jamais à voir des tragédies comme ça, surtout quand ça touche des enfants. Donc, même pour nos employés, c'est un événement assez traumatisant à vivre. Donc, moi, je leur lève surtout mon chapeau à eux pour le bon travail là, dans cette circonstance difficile-là. Oui. C'est ça qui est difficile pour l'humain, c'est l'incompréhension. Hein, parce que, tu sais, il y a des événements parfois qui sont pas le fun, mais qu'on peut faire des liens pour essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé, alors que là, il n'y a vraiment aucun lien à faire, malheureusement. Passons maintenant à un sujet sur l'habitation. En fait, on va souhaiter évidemment beaucoup de courage là, aux gens touchés par cette tragédie, mais il y a des gens qui ont eu de la difficulté au niveau de l'habitation. La Ville de Laval a récemment adopté une politique sur l'habitation pour favoriser la construction de logements sociaux et abordables. Donc, qu'est-ce que cette politique vient changer concrètement? En effet, un de nos grands soucis, c'est de pouvoir s'assurer que nos citoyens peuvent avoir accès à une habitation, à un logement à des prix raisonnables. Et évidemment, il y a des programmes du gouvernement qui financent le logement social, qui subventionnent du logement abordable. Puis, entre autres, ces logements-là sont parfois même utilisés par des familles dans des situations d'urgence où ils doivent être rapidement relocalisés. Et un des grands défis pour les organismes communautaires qui construisent ces logements sociaux-là, c'est souvent de trouver du terrain. Parce que c'est difficile de trouver un terrain qui n'est pas cher. Quand il en trouve un, il n'est pas toujours bien localisé, donc pas toujours forcément près d'une ligne d'autobus, par exemple, transport en commun ou dans un quartier où il y a des épiceries puis un certain nombre de services. Et même lorsqu'il trouve un terrain qui n'est pas cher, qui est bien localisé, souvent le vendeur n'est pas prêt à attendre 2 ans que l'organisme monte le projet, obtienne les subventions à Québec, finisse les plans, obtienne les permis. Donc tout ça prend un certain nombre de temps. Donc pour pallier à l'enjeu, ce qu'on va faire comme ville, c'est de mettre à disposition des terrains qui nous appartiennent, qui appartiennent à la municipalité. Et donc on va les réserver et on va dire ce terrain-là est destiné à un projet de logement social. On va faire un appel à projet. Donc, tous les organismes vont pouvoir proposer un projet, puis c'est le meilleur qui va gagner. Et on va réserver le terrain pour le projet le temps qu'il finisse là, de sa préparation pour être prête pour une mise en chantier. Mais vous avez comme répondu en partie, mais comment vont être attribués les terrains là, et qui va pouvoir les acquérir? Oui. Donc, en fait, ça va être des appels à projet. Donc, ce qu'on va dire, par exemple, on a un terrain, on va mentionner, sur ce terrain-là, on aimerait avoir 20 ou 50 logements sociaux construits. Et toutes les entreprises ou tous les organismes qui souhaitent faire un projet de logement social vont pouvoir proposer une idée. Puis dire, moi, je ferai un projet qui ressemblerait à ça, il sera aménagé de telle manière. Et on va avoir certains critères. Par exemple, est-ce que le projet est beau? Est-ce qu'il est bien aménagé? Est-ce qu'il est accessible pour les gens avec des handicaps? Et le projet qui va obtenir le plus grand pointage, le plus grand score, va gagner le terrain. Donc, c'est un peu comme ça que ça va fonctionner. Donc, le meilleur projet va le remporter. Et pourquoi céder ces terrains au lieu de les vendre, par exemple? Parce qu'on souhaite faire du logement abordable, du logement social. Le coût du terrain, souvent, peut représenter jusqu'à 30 % de la valeur d'un logement. Donc, si le logement est 300 000 $, il y a un 100 000 $ qui est là-dedans qui peut représenter le prix du terrain. Donc, si on veut atteindre nos objectifs, c'est important de réduire la facture. Et de toute manière, la Ville, on contribue déjà à hauteur de 10 à 15 % des projets de logements sociaux. Soit par une subvention, soit par un crédit de taxe. Dans ce cas-ci, on va le faire avec le terrain. Donc, l'idée, c'est vraiment de préserver le plus bas possible les coûts de construction pour pouvoir avoir du logement à des prix décents pour la population qui va y vivre. Mais dans certains cas, on pourrait utiliser des bails
petiotique. Des bails. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on ne donne pas le terrain, on va rester propriétaire du terrain, la ville va rester propriétaire du terrain, mais on va donner un droit de l'occuper pendant 70 ans. Donc, ça laisse le temps à quelqu'un de construire son projet, avoir son bâtiment. Puis dans 70 ans, on va se reposer la question et on va réserver en fin de vie du bâtiment aussi. Donc, est-ce qu'on préserve une vocation de logement social ou est-ce qu'on fait autre chose avec? C'est aussi une manière que la ville peut rester propriétaire des terrains sans avoir à vendre ou sans que la personne ait à acheter le terrain là, à fort prix. On revient un peu à l'idée de... Bon, là, vous essayez d'aider des gens avec l'habitation. Il y a plein de bonnes volontés derrière ça. On parle du pire et du meilleur de l'humanité. On poursuit avec un segment qui parle d'un de vos mandats, qui est la lutte à la corruption. Votre administration a annoncé une nouvelle étape là, dans sa lutte à la corruption. Vous avez des nouvelles poursuites qui ont été déposées par la Ville de Laval. Expliquez-nous un petit peu en quoi relèvent ces poursuites. On se rappellera tous la commission Charbonneau, la mise en place de l'UPAC, M. Gilles Vaillancourt, le stratagème de corruption, collusion qu'il y avait en place à Laval. Dans les dernières années, on a fait beaucoup de poursuites. On a poursuivi M. Vaillancourt, on a poursuivi beaucoup d'entreprises ou de fonctionnaires qui avaient fait partie des systèmes de collusion. Et là, dans les dernières semaines, on a lancé 3 nouvelles poursuites qui visent des nouveaux domaines, donc que ce soit la gestion des dépôts à neige, les firmes d'architectes ou d'aménagement paysager, des transactions de terrain où on se rend compte qu'il y a eu des malversations, puis aussi des individus qui participaient au stratagème, qui facilitaient le stratagème. Est-ce que ça touche directement l'ancien maire de Laval, M. Vaillancourt? Ça touche pas directement M. Vaillancourt, mais ça touche des gens de son entourage, donc des gens avec qui il collaborait pour mettre en place les stratagèmes de corruption-collusion. Et avec ces poursuites-là, on espère pouvoir récupérer 9 millions de dollars qu'on va remettre aux citoyens par la suite. Est-ce que ces 9 millions de dollars-là, ça fait partie des poursuites qui ont été lancées déjà? Parce que vous avez, je pense, des nouvelles poursuites judiciaires là, qui vont être entamées par la Ville de Laval. En effet, il y a eu plusieurs poursuites au fil des dernières années. À ce jour, on a récupéré 57 millions de dollars, dont 7 millions en 2022. Et là, les nouvelles poursuites qu'on a déposées, on vise 9 millions. Donc, on approche le 70 millions. Et ça, c'est important parce que, suite à toute l'histoire de la corruption, beaucoup de villes ont juste tourné la page et n'ont pas entamé de procédure. Même à l'époque du maire de Mers, beaucoup disaient « ça ne sert à rien d'essayer de récupérer l'argent, vous ne la reverrez jamais ». Vous perdez votre temps, il y a juste les avocats qui vont se mettre de l'argent dans les poches. Force est de constater que Laval est la ville qui est allée le plus loin dans les efforts pour récupérer de l'argent et ça a fonctionné. Et ce 57 millions de dollars-là récupérés à ce jour, bien, c'est de l'argent qu'on met dans les coffres de la ville pour financer des centres communautaires, des parcs, du transport commun, donc des services qu'on offre à la population. Donc, c'est une manière qu'on a pour nous, au final, de récupérer au nom des citoyens l'argent qui leur ont été volés pendant trop longtemps. Oui, parce que sans compter, mettons, les honoraires des avocats et tout ça, c'est important que des fautes comme ça soient punissibles aussi, là. Tu sais, qu'il y ait une conséquence à ça. Pas Exactement. Juste, ça va être trop compliqué d'aller récupérer l'argent. Fait que ça encourage d'autres politiciens à... je dis pas que tous les politiciens vont faire ça, mais tu sais, quelqu'un qui est mal intentionné va peut-être moins avoir envie d'aller vers la corruption s'il voit qu'il y a des conséquences. Bien, c'est important de rendre justice. C'est important de exact. rendre justice. Si tu commets un crime, il faut que tu payes. Sinon, ça va, comme vous mentionnez, ça va inciter d'autres personnes à se réessayer. Puis ça, pour moi, c'est un message qui est important à lancer. Ça fait bientôt 10 ans depuis la commission Charbonneau, mais c'est pas parce que les années passent qu'on doit baisser la garde. Il faut continuer à être vigilant, il faut continuer à maintenir un message dans lequel l'intégrité est une priorité pour la Ville. Et moi, ce message-là, je tiens à le maintenir. Le budget de la Ville de Laval, déposé en décembre, dépassait pour la première fois le milliard de dollars. Dans un contexte économique plutôt difficile, la Ville a limité le taux de taxation à 2,9 %. Pourquoi était-ce important pour vous là, de minimiser le plus possible les impacts sur la population? Faire un budget, c'est toujours difficile parce que
d'une part, on souhaite minimiser l'impact sur les citoyens, l'impact sur les entreprises qui, pensons aux restaurants, aux hôtels. Beaucoup de commerces dans la pandémie ont perdu de la clientèle, ils ont vécu des moments difficiles. Plusieurs familles ont vécu des moments difficiles, donc on veut limiter le moins possible les taxes. Et en fait, limiter le plus possible la hausse des taxes. Et de l'autre côté, bien, la municipalité, nous aussi, on vit de l'inflation. L'essence qu'on met dans nos camions pour déneiger les rues aussi augmente. L'électricité, les prix des matériaux de construction. Nos centres communautaires, nos bâtiments coûtent de plus en plus cher à construire. Donc, il y a toute l'inflation au milieu de la construction. Donc, on a aussi un besoin d'augmenter les revenus de la municipalité. Donc, pour nous, c'est important d'être responsable. Puis pour moi, ça, être responsable, c'est limiter la hausse de taxes, mais aussi réussir à maintenir les services à la population. Puis pour y arriver, on a fait différentes initiatives pour s'assurer de... en fait, on a re-questionné tous nos choix. On a dit à nos services, à nos employés, est-ce que tout ce qu'on fait aujourd'hui est encore stratégique, est encore essentiel? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut récupérer de l'argent? Donc, ce faisant, on essaie de dégager plus d'efficience, aller récupérer des sommes à l'interne pour éviter d'avoir augmenté les taxes davantage. Vous avez répondu à la question partiellement, mais dans le fond, comment vous avez été en mesure de hausser les dépenses, mais en réduisant, en limitant le coût sur les citoyens? C'est Bien, c'est ça. D'une part, on a réussi à trouver des économies à l'interne. Okay. Puis d'autre part, donc il y a des choses qu'on faisait puis qu'on ne fera plus ou qu'on va faire plus intelligemment. Puis aussi, on a la chance à Laval qu'on est une ville en croissance. Il y a beaucoup de nouveaux logements qui se construisent, il y a beaucoup d'entreprises qui se développent sur notre territoire. Et ça rapporte des nouveaux revenus. Et ça nous aide beaucoup. Par rapport à une ville où il n'y a pas de développement économique, souvent ces villes-là ont plus de difficultés. Puis on a vu plusieurs villes au Québec augmenter leurs taxes de 6, 7, 10, 15 % dans la dernière année parce que les besoins sont criants et qu'ils n'ont pas de nouveaux revenus. Nous, au moins, oui, il y a l'augmentation du compte de taxes, mais on a aussi des nouvelles entreprises qui s'établissent chez nous. Puis ça l'aide beaucoup au niveau financier, la municipalité. Donc, on est chanceux. Puis les priorités de ce budget-là, rapidement, là, ça pourrait être? Priorité, sécurité publique, habitation, environnement. On a beaucoup parlé des enjeux l'année dernière, de tout ce qui se passe avec les armes à feu sur notre territoire. On a parlé beaucoup de l'habitation, les prix qui ont augmenté considérablement. L'habitation, c'est la plus grande dépense qu'une famille fait dans sa vie. Donc, c'est important pour nous d'essayer d'avoir des logements, des maisons qui sont le plus abordables possible pour tout le monde. Et l'environnement, parce que je pense que c'est l'enjeu du 21e siècle. On parle des changements climatiques depuis quand même plusieurs années maintenant. Donc, on en fait beaucoup plus à Laval qu'on en faisait autrefois. Puis je souhaite qu'on continue dans cette direction-là. C'est une question d'avenir pour nos enfants, nos petits-enfants. On veut offrir une ville qui va être belle, qui va être abordable, puis où la nature va être à proximité. Puis pour réaliser là, tous ces mandats, tous ces projets-là, j'imagine que vous devez vous référer aussi à d'autres de vos comparses là, en politique. Notamment, il y a eu le caucus de la CAQ qui s'est tenu cet hiver à Laval. Vous avez eu la chance d'aller rencontrer les élus du gouvernement. Quels ont été les dossiers prioritaires là, que vous avez souhaité aborder avec eux? En effet, la CAQ est venue à Laval, elle s'est rencontrée avec tous ses députés, tous ses ministres. Pour moi, c'est une belle opportunité d'aller à la rencontre des différents ministres pour faire avancer des dossiers qui sont importants pour Laval. Je pense notamment au projet de centre culturel. On a un projet depuis un certain nombre d'années où plusieurs organismes du milieu culturel se sont rassemblés pour créer un pôle de création, de diffusion artistique. Donc, autant des compagnies de théâtre, des musiciens, des entreprises de création artistique auront un pied à terre dans ce bâtiment-là. Et à ce bâtiment-là, on veut joindre aussi une grande bibliothèque municipale. Parce qu'une bibliothèque, bien, c'est l'endroit où on partage la culture, le savoir, la connaissance. C'est un refuge des fois pour des jeunes entre l'école et le retour à la maison. Donc, ça joue un rôle important dans la communauté d'avoir des places qui sont publiques, accessibles, ouvertes, comme une bibliothèque. Donc, on a ce grand projet-là. Sinon, on a aussi parlé de transports en commun. 70 % des gaz à effet de serre à Laval proviennent de la circulation des voitures. Donc, on souhaite, comme ville, comme maire, comme élu, offrir des alternatives.
pour ceux et celles qui préféraient ne pas avoir à acheter de voiture, de pouvoir se déplacer facilement, rapidement sur notre territoire. Donc, on doit, à mon avis, bonifier, améliorer notre réseau de transport en commun pour qu'il passe plus souvent, pour que les trajets soient plus directs. Et j'ai réitéré aussi en matière de sécurité publique. J'ai demandé à Québec d'avoir un coup de pouce financier. Donc, à la Ville, on a augmenté de 20 % les budgets de la police dans les dernières années. On investit aussi beaucoup plus d'argent en prévention. On aide nos organismes communautaires à agir en prévention. Mais je suis en train de voir avec Québec, en fait, on a fait une demande de recevoir une aide financière équivalente à ce que Montréal a reçu l'automne dernier. Et pour offrir toujours un meilleur service à notre population, puis une ville qui est sécuritaire. Moi, j'aimerais que Laval soit la meilleure ville où élever une famille, où élever des enfants, puis s'assurer qu'on n'ait pas à craindre pour sa sécurité là, quand on est dans la rue. Comment s'est déroulée votre rencontre avec le premier ministre, François Legault? Ça s'est bien déroulé. Il revenait de vacances, il était en pleine forme. Donc, ça s'est bien déroulé. On a des bonnes relations. Puis pour moi, c'est important d'entretenir des bonnes relations avec Québec, avec Ottawa, avec les autres municipalités. D'ailleurs, sûrement que les gens l'ont vu, hein, mais de plus en plus, Laval travaille en collaboration avec différents maires et mairesses partout à travers le Québec. C'est idéal, je pense, là, pour faire avancer les choses tout seul. Malheureusement, traditionnellement, souvent les élus essaient de tirer juste la couverture de leur côté, puis ils chicanent. Moi, je pense que les citoyens, ça ne les intéresse pas, les chicanes. Je pense que quand on collabore, quand on est capable d'avoir un dialogue, on va avancer mieux. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on puisse se parler franchement. Et moi, c'est ce que je dis au premier ministre, c'est ce que je dis au ministre, c'est ce que je dis aux autres maires et mairesses. Dites-moi réellement ce que vous pensez, puis je vais vous dire qu'est-ce que moi je pense. Puis si on n'est pas d'accord, on va trouver un terrain d'entente. Mais il faut ce dialogue-là transparent entre nous. Donc, d'avoir des bonnes relations, des bons liens, pour moi, c'est très important. Toujours dans la question du transport, on revient sur la question là, du TGV, donc le train à grande fréquence qui faisait pas mal de bruit. Vous avez récemment rencontré l'équipe de Via Rail pour discuter de ces enjeux-là. Quel était l'objectif de la rencontre au final? Donc, Via Rail a ce projet de faire un train qui relierait Toronto à Québec, en passant évidemment par la grande région de Montréal, par la grande région d'Ottawa. Et j'ai rencontré Via Rail pour m'assurer qu'il y ait une gare à Laval, un arrêt à Laval. Le train doit emprunter un chemin de fer qui va passer par Laval. Et si on veut encourager les gens, pas juste de Laval, mais aussi les gens de la Couronne Nord, à peut-être prendre l'alternative du transport en commun lorsqu'ils se déplacent vers Québec, Ottawa, Toronto, il faut que ça soit accessible. Et moi, ce que j'ai dit à Ottawa, c'est que si le train s'arrête juste au centre-ville de Montréal, je ne suis pas sûr que les gens de la Rive-Nord et de Laval vont le prendre. Parce que de faire un détour d'1 heure pour aller à la gare centrale au centre-ville, on va être plus gagnant en termes de temps de continuer à utiliser la voiture. Donc, mon message pour Via Rail, c'est de dire, si le train pour passer à Laval, bien, il faut qu'il s'arrête. Peu importe que ce soit un train à grande fréquence qui passe souvent ou un train à grande vitesse qui passe vite, l'important, c'est qu'il s'arrête à Laval. Excellent. Puis, avez-vous senti une écoute de l'équipe? Oui, absolument. En ce moment, ils sont dans un processus où ils demandent à des entreprises de faire une proposition. Donc, maintenant, ça dépend de ce que les entreprises vont proposer comme projet. Mais ultimement, c'est Via Rail, c'est le gouvernement du Canada qui doit sélectionner le projet gagnant. Et il y a aussi des entreprises qui, dans les prochains mois, années, vont développer des solutions. Donc, pour moi, c'est pour ça que c'est important de faire le message, autant aux entreprises qui vont concevoir des idées, qu'aux gens qui vont sélectionner le projet retenu, de leur dire « Laval est incontournable, la Rive-Nord est incontournable et on souhaite un arrêt du train chez nous ». Terminons cette édition en direct du Bureau du maire avec un sujet un peu plus culturel. On va y aller dans la légèreté pour terminer ça. Donc, il y a un projet de développement de relocalisation du nouveau musée Armand Frappier, le musée de la santé. Il a ouvert ses portes en janvier dernier. Pourquoi est-ce que c'est important pour la Ville de Laval d'investir pour la réalisation de ce nouveau musée? Le musée Armand Frappier, c'est un très beau projet. Laval, on a la chance d'avoir un réseau de musées scientifiques. On a le Cosmodome, on a aussi le CIO, le Centre d'interprétation de l'eau. On a le musée Armand Frappier qui, lui, parle plus de la santé. Et ils étaient autrefois dans une maison près de la rivière, sur le boulevard des Prairies, dans Chomédé. Et depuis quelques années, on travaille à les relocaliser près du Cosmodome, dans un endroit plus grand, plus spacieux, plus lumineux, plus moderne. Et ça, ce que ça va nous permettre, c'est de créer un pôle éducatif
ou une école, par exemple, va pouvoir emmener les enfants autant au complexe aquatique qu'au Cosmodome ou au musée Armand-Frappier. Et d'avoir le musée Armand-Frappier avec le Cosmodome, un à côté de l'autre, ça nous permet de mutualiser des besoins, donc avoir un seul accueil. Donc, il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin de dédoubler. Et aussi, ça nous permet d'offrir une expérience qui va de l'infiniment petit. Au musée Armand-Frappier, on parle de cellules, de vaccins, de santé, de ce qui se passe dans notre corps, de microbiome, d'actualité. Ouais. Et au Cosmodome, on parle de l'espace, des planètes, de tout ce qui est grandiose. Donc, on passe de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Puis, j'espère que ça va donner envie à nos jeunes de se lancer dans des domaines scientifiques, mais aussi de leur offrir la curiosité de mieux comprendre le monde qui les entoure. Merci infiniment, M. le maire, pour cette entrevue. Au cours des derniers mois, là, nous avons malheureusement assisté à plusieurs tragédies à Montréal et Laval, entre autres en lien avec la sécurité routière et les piétons. Comment est-ce que la Ville de Laval peut agir afin de préserver la sécurité et de prévenir les tragédies? Rapidement, on a mis en place un programme qui s'appelle les mesures d'apaisement de la circulation, où on va installer des dos d'âne, de la nouvelle signalisation. Des fois, on va rétrécir la rue, élargir les trottoirs. Et par exemple, l'année dernière, on a mis en place plus de 500 dos d'âne près des écoles. Et cette année, on va mettre en place des nouvelles mesures similaires qui vont être près des garderies, près des parcs, près des résidences pour personnes âgées pour s'assurer de réduire les accidents entre automobilistes, piétons, cyclistes. Encore une fois, l'objectif, c'est de construire une ville qui est sécuritaire, où on peut aller prendre une marche dehors et se sentir bien dans un milieu de vie qu'on aime, qui est agréable. Donc, on va certainement poursuivre dans cette direction-là. Merci infiniment. Merci à tous de votre écoute et on se retrouve dans un mois pour une autre édition d'En direct du Bureau du maire. Mon nom est Carla Benjuvengo et restez sur les ondes de Ma TV Laval.